Elle est inutile? C'est un contrat de 5 millions de dollars. Tu crois vraiment que je devrais perdre mon temps avec elle? Les remarques de Carla m'ont laissé sans voix. À l'autre bout du fil, j'ai entendu son rire satisfait. Une fois l'appel terminé et le téléphone raccroché, je n'ai plus jamais pu lui parler. Elle avait planifié cela depuis le début. Mais Carla ne sait pas que mon frère est le PDG de l'entreprise cliente. Je l'ai appelé et il m'a mise sur la liste d'attente pour le prochain vol. J'ai supporté ces petites provocations jusqu'à maintenant, mais j'arrive à ma limite. Carla va devoir faire face à la réalité. Je m'appelle Julie, j'ai 26 ans, et je travaille dans le département commercial d'une entreprise. Mes propositions de vente sont très appréciées, et j'atteins constamment les meilleurs résultats grâce à ma bonne humeur, mes solides compétences relationnelles et ma grande connaissance des produits. Au sein de l'entreprise, je suis reconnue et on m'appelle souvent « l'étoile du service commercial ». Pourtant, les choses n'ont pas toujours été simples. Dès mes débuts, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai commencé à travailler juste après le lycée. Mon manque de connaissances sur les produits provoquait parfois des clients mécontents et des négociations ratées. Avec du recul, je détestais étudier et je comptais uniquement sur mon aisance à l'oral pour conclure des ventes. Je ne voulais pas poursuivre mes études après le bac, alors je suis tout de suite entrée sur le marché du travail. Enfant, j'étais souvent comparée à mon frère, le petit génie. Peu importe mes efforts, je n'arrivais jamais à atteindre ses notes. J'avais l'impression que mes parents m'évaluaient en silence chaque fois qu'ils le félicitaient. Il étudiait tous les jours, avait des professeurs particuliers, suivait des cours du soir, et n'avait jamais le temps de jouer. Et moi, malgré tous mes efforts, je n'ai même pas obtenu 600 points au SAT pour entrer à l'université. Mon frère, lui, a frôlé les 1600 et a été accepté dans une grande école. Malgré tout ce que je faisais, je n'ai jamais réussi à surpasser mon frère ni à satisfaire les attentes de mes parents. Le jour où j'ai compris que je n'y arriverais jamais, peu importe mes efforts, j'ai commencé à détester les études. Je n'en voyais plus l'intérêt. Je voulais juste arrêter de souffrir. J'ai donc pris la décision de travailler dès la fin du lycée, sans passer par la fac. À l'époque, je pensais que ne plus étudier signifiait ne plus jamais rien avoir à apprendre. Mais dans la vraie vie, être adulte signifie apprendre tous les jours. Et je détestais ça. Un jour, j'ai proposé à un client un produit bien plus adapté à ses besoins que celui qu'il comptait acheter au départ, et ce jour-là a changé ma vie. J'ai été émue de le voir sourire et me remercier pour ma recommandation. Pour la première fois, j'ai compris à quel point j'aimais apprendre. En raison de cette prise de conscience, j'ai commencé à étudier les produits plus que quiconque. Mes performances actuelles en vente sont le fruit de tous ces efforts. Mais de bons résultats attirent souvent une jalousie indésirable. Récemment, j'ai attiré l'attention d'une personne problématique. Elle s'appelle Carla. Elle est entrée dans l'entreprise il y a 6 mois et a aussi 26 ans. D'après ce que j'ai entendu, elle était la meilleure vendeuse de l'entreprise concurrente où elle travaillait auparavant. À son arrivée, j'ai été désignée pour devenir sa formatrice. Enchantée. Je suis Julie, et je serai responsable de ta formation, ai-je dit. Sérieusement? C'est toi, ma formatrice? Tu n'as pas l'air très expérimentée, tu es sûre que c'est bien prévu comme ça? A répondu Carla, visiblement mécontente. Elle semblait extrêmement confiante en ses compétences, presque moqueuse à mon égard. En y repensant, je me rends compte que je n'ai pas aimé Carla dès notre première rencontre. Mais le travail reste le travail, et puisque j'avais été désignée pour la former, je devais m'en acquitter correctement. Je pensais lui enseigner tout avec soin et sérieux, j'allais même jusqu'à inclure un petit mot de remerciement dans les colis expédiés. Julie, tu utilises vraiment une méthode aussi inefficace? C'est incroyable. Ce produit est plus populaire que celui-là, tu devrais le savoir, c'est juste une question de logique. Elle faisait toujours des remarques condescendantes de ce genre. Bien sûr, ajouter un mot de remerciement prend du temps, et certaines personnes peuvent le jeter sans même le lire. Mais d'autres apprécient ce geste. Personne ne se sent mal en recevant un mot de remerciement. Je pense que cela vaut l'effort d'exprimer de la gratitude pour le choix de notre produit et pour avoir fait affaire avec moi. Quant au produit, ce qui importe le plus, c'est ce que le client désire, pas ce qui est populaire. Par exemple, si un client cherche des fruits riches en vitamine C, lui proposer une sucrerie simplement parce qu'elle est populaire ne mènera probablement pas à une vente. Pire encore, cela pourrait l'irriter. Même si ça n'en arrive pas là, recommander des produits à base d'acérola, qui contiennent bien plus de vitamine C que les citrons, peut être bien plus satisfaisant que de suggérer simplement des citrons parce qu'on les associe souvent à cette vitamine.
Établir un vrai dialogue avec les clients, comprendre leurs besoins et adapter mes suggestions en fonction de leurs réactions, voilà mon style. Les produits populaires plaisent à beaucoup, mais ils ne sont pas forcément le meilleur choix pour la personne en face de moi. Garder cela à l'esprit dans ma manière de conseiller fait partie intégrante de mon approche. Certes, ce n'est peut-être pas la méthode la plus efficace, mais je ne pensais pas qu'elle méritait d'être méprisée de manière aussi hautaine. Même si je croyais fermement ne pas avoir tort, être moqué et critiqué pour tout ce que j'enseignais restait douloureux. Un mois après le début de la formation de Carla, les résultats de vente ont été publiés. Comme d'habitude, j'étais la meilleure vendeuse du mois. Tout le monde m'a applaudi et félicité, sauf Carla. Elle m'a lancé un regard plein de jalousie et a mordu ses lèvres de frustration. À partir de ce jour, son comportement envers moi a empiré. Quand j'essayais de lui expliquer quelque chose sur les produits, elle se moquait. Tu fais vraiment la geek à retenir tous ces détails? Elle est même allée jusqu'à faire courir des rumeurs selon lesquelles j'utilisais mon apparence pour vendre. Heureusement, personne ne l'a cru. Mais sa méchanceté était évidente et choquante. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire pour qu'elle me déteste autant? La période de formation de Carla ne devait durer qu'un mois. Ensuite, elle serait autonome et ne me dérangerait plus, du moins, c'est ce que je croyais. Mais je me trompais. Le harcèlement de Carla n'a pas cessé après la fin de sa formation. Au début, c'était de petites choses, mon stylo disparaissait, ou les post UTS que je laissais sur mon écran d'ordinateur s'évanouissaient. Je pensais les avoir perdus ou qu'ils s'étaient envolés. Mais quand tous mes rendez-vous dans l'application interne de l'entreprise ont été effacés, j'ai compris que ce n'était pas mon imagination. Et ce n'était que le début. Des documents que j'avais enregistrés dans le dossier partagé se retrouvaient dans la corbeille, et des fax ainsi que du courrier qui m'était adressé finissaient à la poubelle avant même que je ne puisse les lire. Les appels de clients étaient brusquement interrompus. Je n'avais aucune idée de qui était responsable, jusqu'au jour où un appel fut soudainement coupé, le coupable fut enfin révélé. C'était Carla. Je l'ai découvert par hasard. Quand la ligne s'est coupée, j'ai paniqué et regardé autour de moi, désespéré. Elle était là, arborant un sourire suffisant, tenant le câble téléphonique débranché. Bien sûr, un incident pareil perturbe le travail. Lorsqu'un appel est interrompu de manière aussi abrupte, le client en souffre aussi. J'ai demandé à Carla d'arrêter de me harceler, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Hein? Tu as une preuve? Une preuve que c'était moi? Ne m'accuse pas sans preuve. C'est vraiment agaçant. Tu deviens parano, se moqua-t-elle, me toisant avec ce sourire cruel. Je l'avais bien vu débrancher le câble du téléphone, mais en matière de preuves concrètes, je n'en avais aucune. Elle se moqua de mon silence. Tu vois? Tu n'as rien. Ce n'est pas parce que tu as de bons résultats que tu peux te croire au-dessus des autres. Avec tous les problèmes que tu as causés, j'espère que ça compensera un peu. Puis, Carla attrapa mon sac, posé à côté de mon bureau, pour attirer mon attention. J'étais tellement choquée que je suis restée figée, la regardant sans y croire, tandis qu'elle sortait mon portefeuille, prenait 5 billets de banque et le jetait à nouveau vers moi. Merci pour le bonus. Continue comme ça, accuse-moi autant que tu veux, dit-elle en éclatant de rire avant de partir, me laissant paralysée. Je trouvais que ce harcèlement dépassait toutes les limites, alors j'en ai parlé à mon supérieur. Mais sans preuve concrète, il m'a dit qu'il était difficile de prendre des mesures, et que même avec des preuves, s'il n'y avait pas d'intention clairement malveillante, cela serait considéré comme une simple erreur et ne justifierait pas une sanction sévère. Mon supérieur a quand même donné un avertissement à Carla, mais il n'était pas très strict. En conséquence, Carla s'est mise à me détester encore plus. Dès lors, elle me harcelait presque quotidiennement. Peu importe combien de fois j'enregistrais mon planning, il était supprimé. Et les documents que je créais disparaissaient du dossier partagé. Refaire les plannings et recréer les fichiers me prenait beaucoup de temps, m'obligeant à faire des heures supplémentaires presque tous les jours. Depuis que Carla avait commencé son harcèlement, mes heures supplémentaires avaient plus que doublé. Pour éviter les interruptions d'appels, j'ai demandé à mes clients de m'envoyer des emails pour les questions non urgentes et de ne téléphoner qu'en cas de nécessité, prétextant un problème de ligne dans le bureau. C'était peu pratique pour les clients habitués à m'appeler directement, mais c'était mieux que d'avoir des appels coupés en pleine conversation. Quant aux courriers et aux fax qui finissaient à la poubelle, je devais fouiller la corbeille plusieurs fois par jour. C'était une perte de temps, mais perdre la confiance d'un client pour ne pas avoir reçu un document de sa part serait bien plus long à réparer. Gagner la confiance est difficile, la perdre ne prend qu'un instant. Carla ne semblait pas comprendre cela.
J'ai supporté son harcèlement pendant les 5 derniers mois, mais quelque chose de décisif s'est enfin produit. Il y a quelques jours, j'ai été désignée comme responsable principal d'une grande entreprise qui avait sollicité des informations sur nos produits. C'était l'un des plus grands fabricants d'équipements médicaux du pays, avec une part de marché considérable. Si nous parvenions à conclure un contrat, il se chiffrerait à plusieurs millions. En plus d'atteindre l'objectif de vente du trimestre, cela me placerait en bonne voie pour une promotion. Étant donné l'importance du compte, je comptais choisir un collègue de confiance pour m'assister. Cependant, l'enthousiasme excessif et l'autopromotion de Carla ont convaincu mon supérieur de la désigner comme mon assistante. Je ne pensais pas pouvoir bien travailler avec elle, mais j'espérais que nous pourrions au moins faire preuve de professionnalisme et coopérer, au moins en apparence. Mais elle ne m'a apporté aucun soutien. Au contraire, elle a envoyé des brochures sur les produits de son choix aux clients, sans mon autorisation. Un collègue proche m'en a informé discrètement. Heureusement, cela n'a pas causé de gros problèmes. J'ai immédiatement appelé le client, en glissant dans la conversation que j'avais envoyé quelques documents susceptibles de les intéresser. J'ai expliqué les différences entre le produit promu par Carla et celui correspondant à leurs besoins, et proposé une réunion pour en discuter plus en détail. Grâce à mon collègue, les initiatives de Carla n'ont pas causé de tort, et le client a été réceptif. Le jour de la réunion, à partir des produits identifiés lors de notre échange précédent, j'ai recommandé d'autres articles adaptés. Au fil de la discussion, j'ai mieux cerné les attentes du client et suggéré des options encore plus pertinentes. C'est ça, ma manière de vendre. Heureusement, le client a apprécié mon approche, a aimé les explications détaillées et a trouvé les solutions les plus adaptées à son entreprise. Nous avons sélectionné 3 produits finaux et convenu d'en discuter avec leur supérieur. 2 jours plus tard, le client a décidé de commander l'un des produits. Après avoir négocié les quantités et les conditions, j'ai envoyé le devis. Le montant total s'élevait à 5 millions de dollars. Carla en resta bouche bée en apprenant la nouvelle. Waouh, c'est un gros contrat. Je parie qu'ils ont choisi le produit que j'ai envoyé, non? Laisse-moi voir le devis, dit-elle en souriant, avant de s'emparer du document que j'avais préparé. Son sourire disparut dès qu'elle le lut. Naturellement. Le produit choisi n'était pas celui qu'elle avait promu. Carla, peux-tu réserver nos vols? Nous avons une réunion directe avec le client dans 2 semaines. On y va ensemble. Lorsque je lui ai proposé cela, Carla afficha aussitôt un grand sourire. J'ai cru qu'elle s'était enfin calmée et j'en fus soulagée. Mais, le jour de la réunion, j'ai été abandonnée à l'aéroport. La réunion était prévue à 13 heures, et le trajet durait 3 heures dans chaque sens. J'avais prévu de retrouver Carla directement à l'aéroport, sans passer par le bureau. L'heure de la réunion était exactement 1 heure avant le décollage de notre vol. Pourtant, quand ce moment arriva, Carla n'était pas là. C'est elle qui avait ma carte d'embarquement. 10 minutes passèrent. Puis 15. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Même si j'étais inquiète pour le bien-être de Carla, je craignais aussi de rater mon vol. Je suis allée au comptoir, j'ai expliqué la situation et demandé s'il était encore possible d'embarquer. C'est alors que j'ai découvert quelque chose de choquant, mon billet n'avait pas été réservé. Seul celui de Carla figurait dans le système. Le visage livide, j'ai rappelé Carla. Après plusieurs sonneries, elle a enfin décroché. Désolée, j'étais occupée avec l'embarquement et je ne pouvais pas répondre, a-t-elle dit avec indifférence. Je l'ai immédiatement confrontée. Carla, ils disent qu'il n'y a aucune réservation à mon nom pour ce vol. Que se passe-t-il? Entre la panique et la colère, je n'ai pas pu m'empêcher d'élever la voix. Mais Carla s'est contentée de rire, manifestement amusée par la situation. C'est un contrat de 5 millions de dollars aujourd'hui. Tu crois vraiment que j'allais emmener des déchets avec moi? Ces mots m'ont laissé sans voix. J'ai entendu son rire satisfait de l'autre côté de la ligne, juste avant qu'elle ne raccroche et éteigne son téléphone, rendant tout nouveau contact impossible. Elle avait tout planifié depuis le début. Mais il y avait une chose que Carla ignorait, le PDG de l'entreprise cliente est mon frère. Je me suis inscrite sur la liste d'attente pour le prochain vol et j'ai appelé mon frère, Leonardo. Jusqu'à présent, j'avais supporté les petites provocations de Carla, mais là, c'en était trop. Il était temps qu'elle fasse face à la réalité. Le vol suivant ainsi que celui d'après était complètement plein, me laissant bloqué à l'aéroport. Finalement, à 13 heures, heure prévue pour la réunion, à peine 15 minutes s'étaient écoulées que mon téléphone a sonné. L'identifiant affichait une simple lettre, G. L'appel est arrivé bien plus tôt que je ne l'aurais imaginé.
En retenant un rire, j'ai décroché. Allô? Où es-tu maintenant? Demanda Carla, sur la défensive. Tu devrais le savoir, Carla. Tu n'as pas réservé mon billet. Carla est restée sans voix quelques secondes. Reviens vite. Le PDG du client a dit que si tu ne viens pas, le contrat sera annulé. Sa voix paniquée résonnait dans le téléphone. En arrière-plan, on entendait des voix familières, tendues. Un instant plus tard, une invitation à un appel vidéo est apparue sur mon téléphone. Mon frère avait probablement exigé cela, comme prévu, et j'ai accepté. Le visage blême de Carla est apparu à l'écran, virant au vert en voyant qui était à côté d'elle, le PDG et le directeur de l'entreprise. Pourquoi vous êtes avec cette ordure à l'aéroport? Voir la confusion de Carla m'a donné envie d'éclater de rire. Pourquoi était-il là? La réponse était simple, c'est moi qui les avais appelés. L'entreprise pour laquelle je travaille est l'une des nombreuses fondées par mon arrière-grand-père. Elle a débuté dans le commerce de détail avant d'évoluer vers un groupe sidérurgique, englobant de nombreuses filiales, allant de petits commerces à des contrats gouvernementaux de plusieurs millions. L'empire familial s'est consolidé au fil des générations comme l'un des plus respectés du pays. Carla, bien sûr, n'en savait rien. Pour elle, je n'étais qu'une vendeuse chanceuse, une concurrente gênante qu'il fallait éliminer à tout prix. Elle pensait que me laisser coincée à l'aéroport serait le coup fatal, l'humiliation ultime qui mettrait fin à ma carrière. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que mes ressources et mes connexions dépassaient de loin ce qu'elle pouvait imaginer. Quand l'appel vidéo a été accepté, j'ai vu l'expression de Carla changer instantanément. Son visage, autrefois rempli de satisfaction malicieuse, est devenu blême et tendu en voyant mon frère assis à côté du directeur de l'entreprise. Il m'a regardé avec un sourire discret, conscient de la situation. Le directeur, lui, semblait mal à l'aise, comme s'il avait été trompé par Carla d'une manière ou d'une autre. Je me suis retenue de rire en la voyant déglutir et tenter de garder contenance. Julie, je ne savais pas que tu, balbutia-t-elle, cherchant une excuse. Que mon frère est le PDG? Non, tu ne savais pas. Tu étais bien trop occupée à te croire plus maligne que tout le monde pour t'inquiéter de détails comme celui-là, pas vrai? J'ai répondu d'une voix calme mais ferme. Carla a tenté un sourire forcé, regardant autour d'elle comme pour chercher une issue. Mon frère, toujours très direct, est allé droit au but. Carla, pourquoi Julie n'est-elle pas ici? C'est elle qui devait diriger cette réunion. Il a posé la question d'un ton glacial que je connaissais bien. Celui qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à rayer quelqu'un de sa vie. Carla s'est emmêlée, murmurant des excuses peu convaincantes, parlant de problèmes de dernière minute et de malentendus. Mais il n'était pas dupe. Aucun de nous ne l'était. Je savais pertinemment qu'il avait déjà enquêté sur toute la situation et que cet appel ne servait qu'à voir jusqu'où Carla serait capable d'aller dans ses mensonges. Un malentendu? A-t-il répété, se penchant vers elle. Tu veux me faire croire que c'était une erreur de ne pas réserver le billet de ma sœur? Celle qui a négocié ce contrat de bout en bout? Parce que, franchement, ça semble très pratique que ce soit justement toi qui sois là pendant qu'elle reste bloquée à l'aéroport. Carla a commencé à transpirer. Je pouvais voir son esprit chercher désespérément une excuse crédible. Mais c'était trop tard. Elle était acculée, et la panique se lisait clairement sur son visage. Le directeur de l'entreprise cliente a tout sauté, visiblement mal à l'aise, et a lancé à Carla un regard sévère. Si j'avais su que Julie ne serait pas là, nous aurions reprogrammé. La décision finale a été prise en fonction de son travail, pas de ce que vous avez envoyé auparavant, Carla. D'ailleurs, recevoir des documents non sollicités n'a pas donné une très bonne impression. Ce fut la goutte de trop. Carla a tenté de se défendre, mais n'a réussi qu'à balbutier des mots incohérents. L'humiliation était visible, et je savais qu'elle ressentait chaque regard posé sur elle. « Julie, tu peux venir pour régler ça ?» a demandé mon frère, déjà agacé. « Le prochain vol est complet, mais je suis sur la liste d'attente. »« Je peux arriver en fin d'après-midi, ai-je répondu, me retenant de rire devant la situation. Il a hoché la tête, lançant un dernier regard à Carla. « En attendant, je crois que nous avons beaucoup de choses à discuter ici. » Le message était clair, Carla était sur le point de tout perdre. Dès la fin de l'appel, Carla a quitté précipitamment la salle, probablement en quête d'une échappatoire. Mais je savais déjà qu'il n'y en avait aucune. J'ai pris une grande inspiration et me suis préparée à la suite. Je savais qu'en arrivant à l'entreprise, tous les regards seraient tournés vers moi. Tout le monde parlerait de ce qui s'était passé, de comment Carla avait tenté de me saboter et s'était finalement exposée de la pire manière possible.